Danielle Henkel est écrivaine, femme d'affaires et conférencière à travers le monde. Elle a rencontré le grand public au Québec avec l'émission phare Dans l'œil du dragon. Et grâce à de nombreuses apparitions médiatiques, notamment pour la sortie de ses 2 ouvrages à succès, Quand l'intuition trace la route et au cœur de mes valeurs, édition La Presse, Miss Henkel est également parmi les top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Madame Henkel. Bonne séance à tous et à toutes. Merci. Karen, merci beaucoup pour cette introduction. Merci à vous d'être là. Gary, thank you for what you're doing. Without you, we wouldn't be able to do this. Valérie, merci beaucoup, mon adjointe. Très heureuse de vous avoir avec moi, puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez envie d'interagir ou des questions au moment où je vais lire certains chapitres, certains paragraphes du chapitre que j'ai choisi pour vous. Puis je vois qu'on a des messieurs avec nous, donc sachez, sachez que j'ai quand même, et vous allez l'écouter, vous allez voir un peu ma vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, c'est l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures et la diversité. Voilà, c'est ce que j'ai choisi pour nous aujourd'hui. C'est un sujet chaud, donc je tenais à le partager avec vous. Merci. Je crois qu'on va débuter par, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup ou qui n'ont pas eu l'occasion de lire mon premier livre, je voulais partager quelque chose de très personnel pour mettre la table. Et ce personnel-là passe bien sûr par ce que j'ai de plus cher et ce que je considère comme étant mon plus grand succès, ce sont mes enfants, ma famille. Donc, j'ai enregistré tout dernièrement, il y a peut-être 5-6 mois, mon premier livre en audio, donc en version auditive. Et j'ai choisi la préface que j'avais fait écrire par mes 4 enfants. Et vous allez donc entendre leur voix, une après l'autre, sur le regard, parce que je ne savais pas que justement ces questions leur seront posées individuellement. Donc, vous allez pouvoir partager ou plutôt recevoir comment mes enfants vivent la femme d'affaires, la maman, la présidente, puis la femme publique. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle écoute, puis je reprendrai la parole tout de suite après. Gary, you can. Thank you. Pour vous parler de notre mère. Nous avons su que notre maman écrivait un livre, nous, ses 4 enfants, avons tous été quelque peu étonnés. Nawel, peut-être la plus spontanée d'entre nous, a tout de suite dit « Un livre sur ma mère? Voyons donc, ce n'est que ma mère. Mais elle va raconter quoi? Ah oui, c'est vrai. Au fond, notre famille n'est pas tout à fait comme toutes les autres. Nous ne sommes pas typiquement arabes, pas vraiment juifs, pas tellement et pas assez. En fait, nous sommes des immigrants parfaitement intégrés, des Québécois, des Canadiens, des citoyens du monde. Et puis c'est vrai, son histoire est spéciale. C'est une battante, exigeante et disciplinée. Elle ne prend jamais un non pour un non. Je l'ai quelquefois appris à mes dépens. Elle a toujours voulu faire une différence. Elle a un sens profond de ce qu'elle doit faire et surtout une vision incroyable des choses. Je suis toujours étonnée de voir naître des idées, des tendances et même des services qu'elle avait imaginés quelques années auparavant. Plus j'y pense, et plus je crois que son histoire mérite d'être connue. Je suis même convaincue que ce livre sera utile à beaucoup de gens, car c'est la mission qu'elle s'est assignée sur cette terre, donner et partager. Amel, fidèle à notre génération, s'est ensuite exprimée à peu près sans filtre. Je suis très heureuse que maman écrive son histoire, parce que je sais que ce livre est attendu par beaucoup de ceux qui l'ont découverte grâce à la télévision. C'est moi qui reçois au bureau les magnifiques mots de remerciement et d'affection, ainsi que les témoignages émouvants que les gens lui font parvenir après une émission ou une conférence. C'est une véritable récompense pour elle, mais aussi une forme d'accomplissement.
Maman est l'incarnation même de la persévérance. Les lecteurs vont découvrir au fil de son parcours qu'il est possible d'arriver à ses fins si on a confiance en soi et que l'on se donne des rêves qui sont à sa portée. Ils vont également comprendre que, à condition d'y mettre de la bonne volonté, beaucoup d'amour et de ne pas compter ses heures, on peut parfaitement réussir sa vie de femme, de mère et d'entrepreneur. Maman nous offre une aventure humaine extraordinaire et, avec elle, chaque jour apporte son lot de surprises. Ce livre vous permettra sans aucun doute de découvrir une femme équilibrée, fidèle à elle-même et surtout très respectueuse des autres. Kader, le pragmatique de la famille, y est allé de ses impressions mi-intellectuelles, mi-émotives. Il ne m'a jamais semblé très normal que quelqu'un puisse écrire un livre sur sa vie. Mais dans le cas de ma mère, il s'agit presque d'un aboutissement logique. Son acharnement à réussir, sa capacité de travailler, son charisme, sa facilité à entrer en relation avec les gens l'ont menée là où elle est, et bien plus loin que j'aurais pu l'imaginer. Maman, c'est une présence, c'est quelqu'un qui touche le cœur des gens de tous âges. Les plus jeunes aiment la côtoyer car elle se retrouve un peu en elle. Elle croit en eux, leur donne confiance et leur insuffle une formidable énergie. Maman, c'est aussi l'intuition sur deux pattes. Très déroutant pour un esprit cartésien et analytique comme le mien. Pourquoi fait-on ceci ou cela? Pourquoi va-t-on par là? Vous n'aurez qu'une vague réponse, si vous en avez une. Mais si sa décision est prise, c'est comme ça que ça se passera. Maman croit fermement à ce qu'elle fait. C'est cette croyance et cette conviction qui la poussent en avant et qui sont le moteur de sa vie. Enfin, moi, Linda, l'aînée de la famille, je vous dirais que tout ce qui est conventionnel ne ressemble pas à ma mère. Ce livre en est l'exemple, mais si elle l'écrit, c'est qu'elle y voit quelque chose d'utile et même de nécessaire. Il faut toujours la suivre quand elle se lance dans des aventures de la sorte. De toute manière, elle est très difficile à arrêter. Ce livre plaira à ceux qui sont habités de 1000 doutes, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Car maman est la détermination même. Peu importe ce qu'elle entreprend, il lui est impossible d'envisager l'échec. Pour nous, qui la côtoyons au quotidien, c'est un enseignement fondamental et ce livre pourrait être une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Aînée de la famille, j'observe maman évoluer dans son univers depuis de nombreuses années. Et si j'avais un commentaire sur son comportement et sa manière d'être, je vous dirais simplement ceci. Maman ne travaille pas. Elle vit à travers ce qu'elle fait et entreprend. Elle ne s'arrêtera donc jamais. Et c'est tant mieux pour nous. Nous découvrirons ce livre en même temps que vous, les lecteurs, car maman n'a pas voulu que l'on en prenne connaissance avant d'en rédiger la préface. Chère maman, ce qu'elle sait nous mettre hors d'équilibre et en haleine. Linda, Nawel, Kader. Amel, Enkel, Mayedine. Je suis désolée, mais à chaque fois que j'écoute et que je réentends cette préface, peu importe le nombre de fois, je suis très émue, très, 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 très émue. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous souhaitez commenter? Vous voulez savoir quelque chose? Est-ce qu'on continue? C'était juste vraiment super. Ça m'a rendu tellement émotionnelle, en fait. C'est un peu ce qui m'arrive à chaque fois, puis je ne le comprends pas, ça monte, mais je pense que c'est ça, c'est de se laisser aller à nos émotions quand elles viennent, et ça n'enlève en rien nos capacités, nos compétences. On est des êtres humains et on a le droit de ressentir. On a le droit de se sentir bien ou pas. Et puis de se sentir plus sensible une journée par rapport à une autre. C'est correct. Bonjour à tous. Bonjour Daniel. J'ai simplement envie de déposer que je suis très ému aussi. Et c'est curieux parce que j'ai suivi ce mouvement d'intuition ce matin lorsque j'ai vu le post sur LinkedIn de Daniel. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais être ici. Ce n'est pas passé par là, mais c'est passé par ici. Et je suis avec vous. Et je me joins à Daniel pour vous féliciter pour ce que vous faites avec cette belle organisation si importante dans notre société. Donc, je suis content d'être avec vous. Et Daniel, j'ai la même émotion. Là, je suis comme le cœur gros. Donc, je suis content d'être avec vous. Même chose, Karen. Merci à vous. Merci d'être là. C'est important. Merci Stéphane.
Alors, j'ai choisi un chapitre de mon dernier livre qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Et lorsque j'ai décidé de l'écrire, ça fait donc un peu plus de 3 ans, j'ai été frappée au cours de tous mes voyages, je remarquais de plus en plus qu'on parlait de différences, de personnes venant de différentes cultures, avec des différents accents, avec des différents looks. Et je sentais la montée de l'incompréhension, puis c'était palpable déjà il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, souvent, on me parlait aussi de ce qui se passait ici, au Québec, lorsqu'on cherche un emploi, comment on est perçu quand on va faire un prêt, et qu'on est issu de l'immigration, qu'on est issu de la diversité. Parce que diversité, c'est les personnes avec un handicap, la diversité, c'est les jeunes, la nouvelle génération. On les regarde aussi comme étant de la diversité. Les femmes de toute culture. Et donc, je me suis mise à faire aussi la comparaison entre la France et le Québec. Pourquoi? Parce que nous parlons le français. Nous parlons la même langue. Et j'ai côtoyé des gens d'affaires qui sont venus de France, qui se sont installés chez nous, mais qui n'ont pas réussi et qui sont repartis. Et je me posais la question, mais pourquoi? Pourquoi on parle la même langue, entre guillemets, mais on n'a pas du tout les mêmes façons de faire. Donc, culturellement, c'est très différent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'écrire ce livre-là avec différents chapitres. Et je vous en ai choisi un qui s'appelle « De l'égalité de l'homme et de la femme ». Alors, il y a cette citation qui est quand même pas jeune, elle vient de Stendhal, qui dit de ce temps-là que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain de ce temps-là. On peut mesurer le degré d'avancement d'une civilisation à la place qu'elle réserve aux femmes. Après tout, celle-ci représente la moitié de l'humanité. Pourquoi a-t-il donc fallu attendre le XXe siècle pour assister à de véritables progrès de leurs droits? C'est d'autant plus curieux que selon la formule désormais consacrée, les droits de l'homme, ce sont aussi les droits de la femme. Sur ce point, la France, terre de Jeanne d'Arc, berceau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est à la remorque de plusieurs autres pays industrialisés. Quand on songe que les Françaises n'ont pu voter pour la première fois que le 29 avril 1945, et même si au Québec, ce droit a été acquis un petit peu plus tôt, le 25 avril 1940, on réalise à quel point nous arrivons de loin, nous les femmes. Par ailleurs, en politique, on se bat toujours pour la stricte égalité hommes-femmes dans les cabinets gouvernementaux, aussi bien en France qu'au Québec. Certes, les femmes occupent désormais une bien meilleure place au sein de la société, mais la route est encore longue avant de parvenir à une stricte égalité. Je salue et je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux, parce que nous avons aussi été accompagnés par des hommes extraordinaires et on oublie de le dire, mais celles qui ont ouvert la voie avec courage, avec détermination, fierté et ô combien de sacrifices. Ma conviction la plus profonde est que tout doit commencer là encore au sein de la famille. Nous autres, les parents particuliers, ceux de ma génération, celle des boomers, comme on les appelle, avons hérité de nos propres parents une certaine manière d'élever les enfants qui ne se limite pas à relever les différences entre garçons et filles, mais à les cantonner dans des rôles tout désignés. Jusqu'à très récemment, je me surprenais à m'adresser à mes petites filles en leur faisant des compliments sur leurs robes, sur leurs cheveux, tandis que je valorisais mes petits-fils
pour leurs excellentes notes à l'école et leur force musculaire. Il m'a fallu du temps pour me défaire de ces schémas de pensée qui induisent des comportements stéréotypes du style « T'es une fille, tu ne dois pas faire ceci. T'es un gars, tu peux te permettre cela. » À cet égard, il vaut la peine de rappeler la formule lapidaire de Simone de Beauvoir: « Si le sexe est naturel, le genre est culturel. » On ne naît pas femme, on le devient. Dans son livre « Le deuxième sexe », elle explique comment la civilisation et l'éducation agissent sur les enfants pour les orienter dans un rôle masculin ou féminin qui sert l'ordre social, alors même que les filles et garçons ne sont pas initialement distinguables, puisque le genre est un construit socio-culturel et c'est à nous d'y verser un contenu plus égalitaire. En tant que parent, excusez-moi, avec le temps, on comprend qu'on choisit un métier non pas en fonction de son sexe, mais de ses aptitudes ou de ses centres d'intérêt. Le sexe ne confère ni une supériorité de rang, ni une obligation de service. Et cela doit s'enseigner à la maison, car la famille est le reflet de la société. C'est une génération entière de parents élever ses enfants de cette manière. C'est le visage de la société tout entière qui en serait métamorphosé. En matière d'éducation familiale, le mot d'ordre doit être l'égalité en tout. Par ailleurs, nous transmettons parfois à nos enfants, sans nous en rendre compte, le message selon lequel la femme serait psychologiquement et mentalement un être plus faible que l'homme. J'ai moi-même été élevée comme si j'étais un vase de porcelaine fragile et vulnérable. Mon frère pouvait aller jouer dehors, pouvait grimper aux arbres et se salir, mais pas moi. Je devais rester assise, bien élevée, très droite, toujours impeccable, prête à être exhibée aux autres comme un trophée. Nous avons tendance à faire de nos garçons, même s'ils sont plus jeunes qu'elles, les protecteurs de leurs sœurs. Cela finit par convaincre les filles, au fil des générations, qu'elles sont psychologiquement plus fragiles. Et dire que nous sommes ensuite surpris devant le machisme ou la condescendance de certains hommes dans le cadre professionnel. Veillons donc scrupuleusement aux messages contradictoires, subliminaux que nous transmettons à nos enfants en fonction de leur sexe. Ensuite, c'est à l'école de prendre le relais. Les temps ont changé. La plupart des écoles en France ou au Québec sont mixtes. Cette mixité contribue beaucoup à ébranler certains mythes selon lesquels les garçons seraient naturellement plus doués que les filles. En France, les faits sont incontestables. Depuis quelques années, les évaluations scolaires, comparatives entre filles et garçons, vont toutes dans le même sens, de meilleures performances scolaires pour les premières que pour les secondes. L'INSEE vient de réaliser une enquête synthétique sur le sujet qui, outre l'analyse des résultats, livre quelques clés pour comprendre ce phénomène. Côté résultats, le constat n'est, il est vrai, plus guère discutable. Statistiquement, les filles sont meilleures à tous les niveaux du cursus primaire et secondaire. 53% d'entre elles arrivent en seconde à 15 ans, contre 47% des garçons qui, d'une manière générale, redoublent davantage. Ces données sont comparables à celles du Québec. Selon une étude rapportée par le journal Le Devoir, les filles réussissent en général mieux que les garçons à l'école. Une méta-analyse d'environ 400 études sur plusieurs pays
indiquait que la supériorité scolaire moyenne des filles est stable depuis 1914 à 2011. Les études sont donc unanimes à démontrer que du point de vue de l'intelligence ou de la performance scolaire, les filles n'ont rien à envier aux garçons. Dans cette optique, l'école semble offrir de très bons modèles. À l'école primaire au Québec, selon les statistiques de 2018, plus de 75% des enseignants sont des femmes, tandis qu'au secondaire, les enseignants demeurent majoritaires à environ 65%. Alors pourquoi la société tarde-t-elle à faire de la parité homme-femme une réalité? On doit reconnaître que les structures de la société ont été pensées par et pour les hommes. C'était la norme. Mais cela devrait changer pour refléter la réalité démographique de la société. Les femmes contribuent à l'économie et à l'essor de notre monde. Il est vrai que la mise en évidence de cette réalité est relativement récente. Est-ce pour cette raison qu'on pense qu'elles emmènent large, car elles sont plus visibles et plus expressives? Pourtant, il a été démontré que si l'on n'accélère pas le rythme des choses au Canada, par exemple, les femmes mettront 150 ans, 150 ans, avant de parvenir à la stricte parité avec les hommes. Toutes les recherches le démontrent, la présence des femmes dans les organes décisionnels des entreprises résulte en une meilleure performance financière. On l'a particulièrement constaté en période de récession. Permettre aux femmes de progresser sans plafond de verre ni plancher collant n'est donc pas uniquement dans l'intérêt des femmes, mais bel et bien la bonne décision d'affaires, surtout dans un contexte de rareté de talent. Nous ne voulons pas nous battre. Nous souhaitons juste faire valoir nos droits et espérons que les lois vont s'ajuster à la réalité de cette moitié de la population que représentent les femmes. S'aliéner 50% des ressources humaines compétentes vient de ce que j'appelle le sexisme systémique et structurel. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Et je l'ai signalé plus haut. Pour l'avoir constaté tous les jours en tant qu'entrepreneur, les femmes ne sont pas évaluées comme elles le devraient par les institutions financières, la haute direction des grandes entreprises, les importants conseils d'administration et certains de nos dirigeants politiques. Or, notre rapport au risque, notre façon de gérer certaines de nos réactions sont différentes de ceux des hommes et complémentaires des leurs. Il est temps d'en prendre conscience, d'en tenir compte et de l'accepter. Il ne s'agit pas de provoquer une révolution pour diviser, mais bien d'obtenir l'accès à nos droits fondamentaux. Et nous voulons agir de concert avec nos conjoints, nos frères, nos pères, nos collègues. Reconnaissons-le. Pour des raisons socio-culturelles, certains hommes ne sont pas toujours à l'aise avec des femmes en position d'autorité ou de pouvoir. Ils perdent leur repère quand ils doivent conjuguer galanterie et égalité des genres. Il faudrait davantage de débats respectueux et d'échanges sur le sujet où les femmes et les hommes discuteraient ensemble des défis et des solutions. Je parie que nous finirons tous par constater que les femmes sont une réelle valeur ajoutée et que nous ne souhaitons que le droit d'être reconnus pour nos compétences et nos complémentarités. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui encore, les femmes soient 30% moins payées que les hommes lorsqu'elles occupent
un emploi similaire. Comment justifier une telle injustice? D'autant qu'une femme accorde en moyenne à son entreprise 20% de temps de plus qu'un homme. 59,8 heures par semaine contre 50 heures. Sachant qu'elle consacre aussi en moyenne 2 heures de plus que les hommes par semaine aux tâches domestiques. Ne soyons donc plus étonnés de constater le nombre croissant d'AVC dont sont victimes les femmes, ainsi que leur plus grande tendance à l'alcoolisme ou aux antidépresseurs. La société continue d'exiger de la femme d'être une Wonder Woman. Elle doit penser à tout, au bien-être de toute sa famille, à sa réussite professionnelle, à garder une silhouette impeccable, bref, à s'assurer que tout soit parfait, tout en sachant bien que la perfection n'existe pas. Cela génère un stress incontrôlable et considérable. Les statistiques sont d'ailleurs parlantes. Le taux de suicide augmente, malheureusement, chez les jeunes mamans. Au point que cela risque de devenir bientôt un enjeu de santé publique. Selon un sondage léger mené en 2016 et rapporté par le Journal de Montréal le 23 octobre 2016. On me demande régulièrement comment j'ai réussi à me tailler une place dans le milieu des affaires majoritairement masculin. Ma réponse, elle est sans équivoque. En restant moi-même. J'ai appris à me forger une carapace et à avancer, malgré tous les défis. J'ai très tôt pris conscience d'être maîtresse de ma destinée et que si je ne le faisais pas, eh bien personne ne le ferait à ma place. Au fil du temps, j'ai appris à me faire confiance, malgré mes imperfections, malgré mes échecs. Et j'ai trouvé des sources d'inspiration dans le fait de croire en mes propres forces, en ma famille, en mes amis, en la prière, en la danse et en la musique. Je reste persuadée que pour une meilleure harmonie entre les sexes, tant sur le plan personnel que professionnel, il faut d'abord accepter que nous sommes foncièrement différents. Notre cerveau ne traite pas l'information de la même manière. Il faut donc accueillir nos différences. Tout récemment, j'ai pris la parole devant plus de 500 hommes et femmes d'affaires. Mon allocution a immédiatement été suivie d'une discussion au cours de laquelle une jeune femme d'une quarantaine d'années et 2 hommes devaient échanger sur la notion de liberté. Un beau mot, un grand mot. Cette femme qui, elle, jouit d'une certaine notoriété et qui était au sommet de sa carrière lorsqu'elle a dû affronter la pire des tragédies, la perte en 5 ans de ses 2 enfants, atteints d'une maladie rare. Les 2 hommes qui participaient à l'échange étaient visiblement très mal à l'aise, ne sachant quoi faire ni quoi dire. Un moment d'intense émotion où nous étions tous figés, jusqu'au moment où, sans réfléchir, je suis remontée sur scène pour serrer cette femme quelques secondes dans mes bras. Un réflexe tout simplement humain, voilà un exemple de nos différences, mais aussi de notre complémentarité. Vous avez sûrement déjà entendu ce préjugé. Une dirigeante qui laisse transparaître une émotion telle que la tristesse ou la frustration, eh bien, elle est en train de perdre tous ses moyens. Eh bien, c'est faux. Ce qui fait notre force en tant que femme, ce sont nos émotions, notre sensibilité et notre vulnérabilité.
présenter un leader comme un héros infaillible et irréaliste et archaïque. C'est un être vulnérable, un leader. Et sa vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est en réalité l'une de ses plus grandes forces. Elle lui permet d'admettre ses erreurs, sa différence, de mettre de côté son ego. C'est notre vulnérabilité qui nous rend authentiques. Ce que tu vois est vraiment qui je suis. La laisser transparaître nous libère. Elle génère de la confiance et de l'empathie. Elle nous rend proches de notre famille, de nos amis et de nos équipes et leur permet d'être eux aussi authentiques et d'exprimer leurs propres émotions. La vulnérabilité, c'est en fait l'acceptation et l'imperfection humaine. L'acceptation de l'imperfection humaine. Grâce à elle, nous les femmes investissons moins d'énergie à nous protéger, à prétendre être une super-héroïne. Nous pouvons donc consacrer toutes nos ressources et celles de notre entourage à imaginer et à développer des solutions innovantes. Savoir reconnaître ses échecs, c'est aussi les dédramatiser. En fait, en tant que femme d'affaires, j'ai investi beaucoup d'argent dans des projets qui se sont avérés peu rentables ou pas rentables. Je me suis parfois aventurée avec des partenaires dont les objectifs n'étaient pas en phase avec les miens. J'ai échoué. Je dédramatise et j'assume ma part de responsabilité car c'était mes choix, mes décisions. Nous devons donc faire notre place en tant que femmes, balayer du revers de la main la croyance selon laquelle une femme qui réussit en affaires doit se comporter comme un homme. Je porte des robes, des talons hauts, j'ai une allure parfois flamboyante, eh bien je m'assume. Je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, je suis moi. Nous sommes uniques et nous devons exiger le respect. Est-ce que jusque-là, vous voulez prendre parole? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous voulez partager? J'entends pas. Dit tant de choses. Tant de choses, il y a tant de choses. Mais simplement, Danielle, à vous remercier du fond du cœur pour cette très grande authenticité. Ce matin, j'ai eu la chance d'entendre Serge Marquis, docteur Serge Marquis, qui vient d'écrire un livre sur le je. Et puis, il y a beaucoup de similitudes dans vos propos et dans ce que lui nous donne, notamment par rapport à l'ego. Et ici, c'est comme si la masculinité porte l'ego et la féminité plus les voix que lui appelle comme laisser émerger en nous ce qui ne vieillit jamais, c'est-à-dire la capacité d'être, la capacité d'être présent, la capacité d'aimer, la capacité de créer. C'est comme si symboliquement, là, parce que c'est au-delà des individus, symboliquement, il y avait ces deux phases-là. Et moi, ben, j'ai souligné ici l'importance, et je le répète souvent, Daniel, vous m'avez entendu de le dire, le fameux ensemble, et jamais je vais lâcher ça. Donc, merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais dire, mais j'ai tant de choses. Merci. C'est un plaisir. Il y a quelqu'un qui veut dire autre chose ou vous voulez que je continue un petit peu? Oui, j'apprends beaucoup, ça c'est sûr. Alors oui, c'est juste super. Et merci beaucoup. Et si vous pouviez continuer, ça serait génial. Avec plaisir. Les femmes doivent aussi apprendre à mieux collaborer entre elles. L'un de nos défis fondamentaux vient du jugement que nous portons sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres femmes. Il est intéressant de voir à quel point il est naturel pour un homme de tendre la main à un autre, sans qu'il soit pour autant un ami. J'ai souvent assisté à des conversations entre dirigeants de sociétés
hommes politiques, employés, etc., où l'entraide était systématique, quasi naturelle et souvent totalement désintéressée. Pourquoi n'en faisons-nous pas autant, nous les femmes? J'ai malheureusement vu et entendu trop de cas de femmes à des hautes responsabilités qui n'ont pas tendu la main à d'autres. J'en ai moi-même souffert. Sommes-nous trop en compétition les unes envers les autres? Je ne dis pas que c'est la norme, mais un sujet dont on ne discute généralement que dans les coulisses et qui mérite absolument d'être mis au rang des priorités. Plutôt que de nous juger entre nous, nous devrions apprendre à travailler ensemble. Pourquoi sommes-nous trop souvent si virulentes, si impatientes et si intransigeantes envers des femmes qui choisissent de rester mères au foyer, par exemple? Pourquoi critiquer celles qui ne souhaitent pas procréer ou celles qui choisissent d'être carriéristes? Ce sont des choix personnels. Si nous avions plus de respect et d'empathie entre nous, il serait plus difficile aux autres de nous désunir. Nous pourrions, mesdames, accélérer le pas, voire courir le marathon si nous nous tendions la main les unes aux autres pour nous aider à entrer dans un tel conseil d'administration, par exemple, à obtenir telle promotion, par exemple, tel prix ou ne serait-ce qu'un simple compliment sincère. Ou encore pour s'opposer à telle injustice envers une collègue. Réjouissons-nous des succès de chacune et joignons nos forces pour enrichir notre société. Je constate aussi que nous, les femmes, avons de la difficulté à demander de l'aide. Demander de l'aide ne nous rend pas plus faibles, mais simplement plus directes. C'est la force des hommes. Eux, ils demandent. Nous devons apprendre à nous réunir pour nous entraider. Un réseau de contacts implique des échanges mutuels. Par moments, vous recevrez plus que ce que vous donnerez, et parfois, ce sera l'inverse. La réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, passe par le choix judicieux de nos partenaires, de nos conseillers et de nos clients. Être bien accompagné est essentiel pour aller chercher des compétences que nous ne détenons pas, mais aussi pour tirer parti de l'expérience des autres et demander des conseils, que ce soit dans notre domaine d'activité ou non. On est souvent surpris de tout ce que l'on peut apprendre des gens issus de domaines totalement différents des nôtres. Bref, une collaboration entre femmes de talent ne peut être que fructueuse. Enfin, je voudrais inviter les femmes à faire valoir leurs droits, là où on ne les attend pas. Il est intéressant de noter que oser et prendre sont deux verbes qu'on a réservés presque exclusivement aux hommes. Un homme qui ose, c'est un leader, un pionnier, un ambitieux. Tandis qu'une femme qui ose est une prétentieuse, qui déplace beaucoup d'air et qui ferait mieux de rester à sa place. Elle sera critiquée et finalement démolie. Et pourtant, toute l'histoire des femmes est indissociable du verbe oser. Oser vivre selon ses valeurs. Oser éduquer seul son enfant. Oser travailler. Oser penser différemment. Oser est un verbe qui est fait pour nous, mesdames. Pour terminer, qu'il me soit permis de citer cette phrase de l'auteur irlandais George Bernard Shaw. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus,
ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Alors, je suis à votre service pour des questions, des réponses. Merci beaucoup, Madame Henkel. On a quelques questions, en fait, qu'on a reçues à travers l'enregistrement. Alors, la première question, c'est pouvez-vous décrire le processus de mise en place votre livre? Et est-ce que vous saviez à l'époque que vous écririez plus d'un? Non, pas du tout. Alors, je vais vous raconter comment j'ai commencé par en écrire un déjà. Le premier. Le premier, c'est parce que, vous savez, on a cette tendance en général à être très attiré par le star mania. Tu sais, quand on voit une nouvelle personnalité qui est portée par les médias, par la télévision, eh bien, la première des choses qu'on veut, c'est qu'elle nous dise tout, ou qu'elle ou qui, cette personne, cette personnalité. Et donc, j'ai été approchée par une éditrice de la presse à ce moment-là, il y a plus de 6 ans pour mon premier livre, et qui m'a proposé d'écrire un livre, imaginez-vous à ce moment-là, sur la méthode de faire des affaires à la Danielle Henkel. Et donc, je me suis posé la question, mais comment? Si moi, Danielle, je vais lire un livre sur quelqu'un qui va me dire à moi comment bien faire des affaires ou comment faire ceci ou cela, mais que je ne connais rien de cette personne, que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui fait que cette personne peut m'inspirer? Bien, je ne prendrai jamais son livre. Je ne suis pas intéressée parce que ma première idée, c'est on fait des livres pour les vendre et pour faire de l'argent. Alors, je lui ai dit, je ne peux pas écrire mon premier livre comme étant un livre sur comment faire des affaires. Il y a des milliers de livres sur comment faire des affaires, comment devenir millionnaire. Alors, j'ai décidé de dire que j'avais commencé à écrire sur des feuilles volantes. J'avais commencé à écrire mon histoire, mais l'histoire avant la naissance de mes enfants. Parce que vous voyez, quand nos enfants naissent et quand ils grandissent, ils n'ont aucune idée de notre vie à nous avant leur naissance. Parce qu'on ne dit pas tout, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis vient le jour où on n'est plus là, puis ils se posent la question, mais maman, papa, ils faisaient quoi à ce moment-là? Puis enfant, comment? À part les photos, bien sûr, à part un peu d'histoire. Mais en réalité, qui suis-je? Et donc, j'ai décidé que ce qui m'a manqué à moi, c'est-à-dire de comprendre d'où venait ma maman, ce qu'elle avait vécu vraiment avant ma naissance à moi, avant que je comprenne, avant que je devienne adolescente, jeune femme, qui elle était, qu'est-ce qui l'a motivée, quels étaient ses rêves, ses ambitions, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Donc, j'ai écrit. Et j'ai donc dit à l'éditrice, si vous voulez, je peux écrire un livre pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et j'espère que ce livre-là pourra en inspirer d'autres. C'est tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre. Ensuite, il s'est vendu à presque plus de 100 000 copies au Québec seulement. Ensuite, on est venu me voir pour me dire, mais ces valeurs qui vous tiennent, Madame Henkel, mais comment vous faites? Alors, j'ai commencé à donner des conférences, puis un jour, je me suis posée, puis je me suis dit, parlons des valeurs, parce que nous avons tous et toutes des valeurs. Mais ces valeurs-là, elles ont des priorités différentes, ou elles sont sur une case différente. Mais en réalité, c'est peut-être de se rappeler ce que ça veut dire l'amitié, vraiment. Alors, puisqu'on me posait la question à moi, j'ai décidé d'écrire sur mes valeurs à moi. Et pour moi, ça veut dire quoi, l'amitié? Pour moi, ça veut dire quoi, la famille? Pour moi, ça veut dire quoi, le travail bien fait? Pour moi, ça veut dire quoi,
pourquoi l'argent? Puis j'ai partagé ces valeurs. Et donc, le titre de ce livre est au cœur de mes valeurs. Et finalement, je ne pensais vraiment pas écrire un troisième livre. Et c'est lorsque j'ai commencé à voyager à travers le monde et à donner des conférences, lorsque j'ai commencé à palper ce danger qui nous surveille. On a malheureusement vu ce qui s'est passé à London, Ontario, il n'y a pas si longtemps, lundi. Je me suis dit, je palpe quelque chose qui n'est pas nous. Je palpe, j'ai choisi le Canada, j'ai choisi le Québec pour nos valeurs du vivre ensemble. J'ai choisi ce pays pour son ouverture, sa démocratie. Qu'est-ce qui nous arrive? Alors j'ai commencé à écrire ce livre qui est un essai, qui n'a rien à voir avec une autobiographie, et je vous en ai lu un passage, mais j'ai écrit sur la religion, sur la radicalisation de nos jeunes, sur la stigmatisation et l'ostracisation de certaines communautés. Et c'est pour ça qu'il s'appelle ces différences qui nous rassemblent. En réalité, ça devrait être ça. Alors voilà pourquoi j'ai écrit mes 3 livres. Super, merci beaucoup, Madame Henkel. Et on vient de recevoir en fait encore une question. En négociation, nous devons être empathiques et affirmatifs. Comment arrivez-vous à balancer les deux si vous êtes en accord avec cette méthode? D'être empathique? Oui. Et affirmative? Voilà, en même temps. C'est juste d'être soi. Qui êtes-vous? Vous? Vous ne pouvez pas être moi. Vous ne pouvez qu'être vous. Donc, qui êtes-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes plus affirmative, plus émotive, plus sensible? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous projetez? Est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous projetez? Comment vous perçoivent les autres? Comment vous dites les choses? Parce qu'on peut tout dire, vous savez. C'est la forme dans laquelle on va la dire. C'est la pause avec laquelle on va le faire. C'est le temps de recul et l'écoute. Parce que souvent, ce qu'on reçoit n'est peut-être pas toujours ce que l'autre voulait dire. Puis, ça dépend aussi de l'état dans lequel je me trouve au moment où je le reçois. Donc, c'est très important de toujours se poser la question, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis capable de reposer la question et de dire, j'ai compris, j'ai reçu ça. Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire? Donc, on fait un mélange de l'affirmation, je suis capable de vous reposer la question pour bien répondre, mais je suis aussi sensible et empathique envers vous et envers moi-même. Parce que je n'ai pas envie qu'on parte sur une direction qui n'était probablement pas celle qu'on aurait choisie. Donc, l'écoute, mais vraiment l'écoute, parce que souvent, malheureusement, on n'écoute pas. On est déjà en train de réfléchir à la réponse qu'on doit donner. Et ça nous empêche d'écouter les mots et l'intonation avec laquelle elle est livrée. Donc oui, je suis moi, je décide d'être moi. Quand je suis inconfortable, je vais le dire. Quand j'ai peut-être mal compris quelque chose, je vais le dire. Mais je vais toujours le dire avec le sourire et avec un ton bienveillant. Mais il n'est pas question que je n'ose pas le dire parce que j'ai peur qu'on pense que je sois. Ça leur appartient, mais ça m'appartient aussi de comprendre. Je veux grandir, je veux grandir, je veux évoluer. Ça dépend de personne que je grandisse ou que j'évolue, ça dépend de moi. Donc, plus je vais être présente, plus je vais être à l'écoute, plus je vais être empathique, plus je vais apprendre et plus je vais être heureuse. Heureuse de qui je suis, tout simplement. Tout simplement. Super, merci beaucoup. On a Férouz Touni qui nous dit « Je vous remercie de cette pensée à London. Elle y habite. » Et Stéphane aussi, vous écrivez comme vous faites des affaires, Daniel, en restant vous-même. Bravo et merci pour ce bel exemple, très inspirant.
Et Yacine, être soi, être vrai, quelle richesse. C'est vrai en fait. Et on a encore une question en fait. Quels ont été le plus grand défi pour vous au cours de l'année dernière et qu'est-ce qui vous a aidé? Je ne suis pas différente des autres. Je suis une entrepreneur comme tous les entrepreneurs aujourd'hui. Je suis femme, je suis maman, je suis grand-maman. Donc, j'ai vécu les mêmes doutes, les mêmes peurs, l'inconnu total de cette année et demie que nous avons tous vécu et qui a été absolument incommensurable au niveau des changements rapides et drastiques. On a vécu quelque chose qui ne ressemble en rien à ce qu'on a pu vivre à ce jour. Alors, comment je l'ai reçu? Ben, tout d'abord, j'ai essayé de faire ce que je fais, mais ça, c'est avec le temps et avec la sagesse qu'on l'acquiert. C'est de me demander qu'est-ce que je peux faire de plus lorsque l'incontrôlable frappe à ma porte. Alors, j'ai commencé à faire l'inventaire de tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Sur le plan personnel, sur le plan des attributs, de mes outils à moi, de tout ce que j'ai fait auprès de ma famille. Puis, j'ai fait le compte en me disant, mais attends, je peux peut-être faire un peu mieux avec ce que j'ai déjà. Alors, j'ai rassemblé ma famille, j'ai rassemblé mes collègues, mes employés, j'ai même rassemblé certains clients. Et puis, j'ai fait une réunion où je leur ai dit, that's it. On fait quoi ensemble? Comment on peut s'entraider? Comment on peut se réinventer? Comment on peut, vous pouvez me porter, je peux vous porter. Voici ce que j'ai. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils? Ça a donné des exemples incroyables. J'ai signé un partenariat avec un de mes plus importants compétiteurs. Oser, oser, je parlais du mot oser, le verbe oser. J'ai osé appeler mon plus grand compétiteur et je lui ai dit, « Hey, on fait quoi toutes les deux? On s'adresse au même client. Je sais que tu veux quelque chose que j'ai, mais que tu ne peux pas avoir parce que tu ne l'as pas. Mais je suis prête à te le donner pour un secteur d'activité où je ne suis pas présente. Le veux-tu? Peut-on collaborer? Ça va mettre aussi en évidence et donner l'exemple et inspirer d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs à se rapprocher, à cohabiter, à coopérer. Ça fait 9 mois, presque 10 mois qu'on est en partenariat et ça va super bien. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un sentiment de transparence, d'authenticité et on a dit les vraies choses. Deuxièmement, mes employés qui ne voulaient absolument pas quitter l'entreprise. J'ai gardé tous mes employés. On est une vingtaine. Mais se sont mis au travail nuit et jour. En 4 jours, ils ont mis sur pied un site Internet transactionnel absolument fabuleux. On n'était pas du tout dans la vente transactionnelle parce que je suis dans le B2B. Et puis, on s'est rendu compte que ces ventes-là nous ont permis de continuer de payer les salaires, de continuer de payer les factures et d'être, on n'a pas fait des millions, on s'est maintenu. Alors, quand on me pose la question comment vous êtes passé au travers, encore une fois, en regardant les choses de la bonne place et en étant tout simplement vrai par rapport aux autres. Ne pas prétendre et appeler à l'aide. Mais faites attention à ne pas toujours vouloir prendre des autres. Il faut savoir redonner aussi. Donc, c'est un équilibre auquel il faut réfléchir. Ça a été mon gros défi. Mon gros défi vient plutôt sur le plan personnel. Ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas réussi à prendre dans mes bras, moi qui suis une amoureuse de l'autre, mes petits-enfants, mes fils, mon fils, mes filles serrées dans mes bras, là. Même si on vit dans le même cocon parce qu'elles travaillent avec moi, ne pas les serrer, ne pas les câliner. Puis mes petits-enfants, juste des zooms. Ça a été le plus gros défi que j'ai eu à relever. Alors, là aussi, j'ai accepté de pleurer.
j'ai accepté de crier, j'ai accepté d'être vulnérable. Et puis tranquillement, eh bien, disons qu'on a trouvé des moyens de se voir à distance, des moyens de se faire des gros câlins comme ça, puis de me dire qu'à un moment donné, ça allait changer et qu'il fallait faire du mieux possible avec ce qu'on avait. Tout ce que j'avais, c'est qu'ils étaient en santé, qu'ils étaient devant moi, et donc que je pouvais les voir quand même faire de son mieux avec ce qu'on a. Wow, super, formidable, vraiment. Et vous avez osé, vraiment osé quand même. Wow, quel courage en fait de pouvoir. Mais ça prend, c'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, Karen, Ouais. c'est ça où, tu sais, tu as des choix. Hein. Puis les choix dans la vie n'appartiennent pas aux autres, ce sont les tiens. Donc, tu choisis ce qui est le mieux pour toi. Puis tu dois faire fi de ce que l'autre va penser de toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui va toujours penser quelque chose de toi, qui n'est peut-être pas toi, mais c'est correct. On ne peut pas changer ça. On ne peut absolument pas changer ça. Donc, je ne m'arrête jamais à ce que l'autre va penser. Quand j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé, je me suis dit, elle va pouvoir me raccrocher la ligne au nez, ou elle va pouvoir me dire, non, mais t'es malade. Ou elle va pouvoir me dire, waouh, viens-t'en. Ça a été ça. Super. Voilà. Donc, il faut essayer. C'est rien C'est en la fait. peur. C'est la Voilà. peur qui nous retient. C'est la peur. Il faut pas. Il faut la dépasser. Il faut écouter, mais il faut la dépasser. C'est vrai. Merci beaucoup. On a Sarah Paquette qui vous dit une très belle réponse, un grand merci, apprendre à être heureuse grâce à moi. Et on a Yacine qui aimerait poser une question. Avec plaisir. Oui, bonjour Madame Henkel. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Oui, parfait. Ok, merci Karen. Vraiment, c'est comme Stéphane, j'ai tellement pas de mots pour exprimer en fait ce que je ressens. C'est vraiment inspirant, c'est intéressant et puis c'est le genre vraiment de discussion qu'on pourrait avoir toute une journée ou des journées entières de nos vies sans s'épuiser tellement que c'est riche. Moi, la question que je voulais apporter en ce moment, c'était vous poser la question de savoir, ça fait un bout de temps que je vous suis partout sur les réseaux. Je suis vraiment contente de vous voir cet après-midi-là sur Zoom. Et je me posais la question à travers votre parcours, euh, en fait, sur quelle valeur ou comment vous êtes organisé pour gérer ce type de situation-là. Et je vais décrire les situations où vous vous rencontrez, en fait, vous réalisez que vous êtes face à des gens, que ce soit dans votre vie personnelle ou spécifiquement dans le cadre des affaires, qui n'ont vraiment pas les mêmes valeurs que vous. Et je dirais même plus qui ont des valeurs aux antipodes des vôtres, des valeurs que vous ne partagez mais absolument pas, qui à la limite vous répulsent. Sur quoi vous vous êtes appuyé? Quel est le cheminement de pensée, quelle est la mentalité que dont vous avez dû vous armer pour pouvoir comme avancer? Parce qu'il faut quand même avancer, il faut quand même faire avec, il faut parfois collaborer forcément. Donc, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Si vous avez des anecdotes ou juste, j'aimerais savoir. Les Merci. anecdotes, vous savez, elles sont quotidiennes, c'est normal. Je veux dire, on est. Merci Yacine, merci pour vos commentaires. Votre commentaire d'ailleurs, il me fait chaud au cœur parce qu'effectivement, ce sont des discussions qu'on devrait avoir beaucoup plus souvent sur des sujets qui sont très importants, mais dont on ne parle que rarement ou en peu de temps pour échanger, pas juste entre nous les femmes, mais entre nous, point, avec toute la diversité et la complémentarité nécessaire. Parce que c'est en nous comprenant, et ça va répondre un peu à votre question, Yacine, c'est en nous découvrant dans nos cultures, dans nos façons de faire, dans notre unicité. Parce que ce n'est pas parce que je viens d'une culture que tout le monde ressemble à cette culture-là, de la même culture. On a une unicité, ça vient de
Qu'est-ce qui nous a été inculqué dans notre jeune âge? Comment on a été élevé par nos grands-parents, par nos parents, par nos amis, par nos conjoints et conjointes, la famille de nos conjoints. Vous vous rendez même pas compte de la multitude d'informations qu'on nous inculque tout le temps pour essayer de faire sa place. C'est d'abord et avant tout de se dire, j'ai encore une fois le choix d'être dans le combat constant. C'est tellement épuisant. Je l'ai été, Yacine. Je l'ai été. J'ai été dans le... Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais ça va pas, non? J'ai été dans ça. J'ai été dans... Mais pourquoi tu me parles comme ça? Et puis, pourquoi est-ce que tu as posé ça comme ça? Et c'est quoi ton problème? Oh, j'ai été là. Mais c'est tellement épuisant. Puis un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, mais Daniel, ça ne va jamais finir. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui ne te comprendra pas, qui ne saura pas, tu ne sauras pas sa sauce à spaghetti. Donc, que fais-tu? Alors, j'ai décidé d'avoir une approche toujours bienveillante. Mais Yacine, cette approche bienveillante, elle n'est pas pour les autres, elle est pour moi. Je vais me protéger. Je vais garder ma lumière. Je vais garder cette force incroyable que je sais que j'ai et qui va toute seule faire un peu, vous savez, comme quand on l'a vu dans l'Évangile, l'ouverture des eaux pour laisser passer, qui va laisser la place pour que je passe au détriment de ce que tu penses et de ce que tu fais. Tu ne peux pas et ne pourras jamais arrêter mon évolution. Le simple fait de le dire en soi, tu n'as pas besoin de le dire là. C'est dans ce que tu vas émaner, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de parler, de regarder, d'oser poser la bonne question et de dire, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Est-ce qu'on peut partager ensemble, se découvrir? Est-ce que ça te tente? Si l'autre te dit, ah non, j'ai pas le temps, pas de problème. Si un jour ça te tente, sache que je serai toujours là pour toi. Mais sache aussi que tu as le droit à tes opinions. Mais j'ai le droit aux miennes. Et je me battrai toujours pour que tu puisses dire ce que tu as envie de dire, à une condition, c'est que ce soit toujours dans le respect. Alors, Yacine, vous ne changerez pas les autres. Vous ne pouvez que vous changer vous. Vous ne pouvez pas partir avec la présomption que l'autre n'a pas les mêmes valeurs que vous. Partez, inversez tout ça, renversez la machine. Dites-vous que vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous et que personne jamais ne pourra vous faire changer ces valeurs-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Avancez avec ces valeurs en main, ce sont vos meilleurs attraits, vos meilleurs outils, et sachez qu'il n'y a personne qui pourra vous dérailler. Ouais, vous allez glisser, ouais, vous allez tomber à genoux, ben oui, vous allez pleurer, ben oui, vous allez avoir mal, certain, ça fait mal de ne pas être aimé, ça fait mal de ne pas être compris, ça fait mal. Accrochez-vous à tout ce qui fait du bien. Ceux qui vous aiment, qu'on oublie des fois, Yacine, sont juste là autour de nous. On les ignore parce qu'on est à la recherche de l'autre là-bas, l'autre qui doit nous voir. Soyez forte de vos compétences et de votre savoir-être. Vous allez rayonner à un moment donné, c'est promis. On finit toutes et tous par rayonner à un moment donné. Soyez patiente, continuez. Merci beaucoup, excellent. C'est vraiment, c'est sincère, vous savez. Il n'y a pas de conseils ni de recettes magiques. Mm-hmm. Il y a s'aimer soi assez pour tenir. Mais comme je l'ai dit, comme un roseau, on va flancher, on va avoir mal, absolument. C'est utopique de penser que... Vous pensez que moi, j'ai pas mal? Vous pensez que moi, vous savez, plus vous brillez, plus ça fait mal à d'autres. Voilà, mais c'est pas grave.
Alors, au lieu de me préoccuper de ceux qui ne sont pas d'accord avec ma façon de faire, je me préoccupe de tous ceux que je suis en train d'aider, que je suis en train de faire briller, de l'impact que j'ai. Ça, c'est important pour moi. Et comment moi, dans tout ça, je me sens. Et comment moi, dans tout ça, je brille. Je cherche à rabaisser personne. C'est pas grave. On a tous une place sur l'échiquier. N'est-ce pas, Stéphane? Merci beaucoup. Un plaisir, Yacine. Un plaisir. Vraiment, gardez ce magnifique sourire. Rose vous dit, j'admire votre force, surtout votre côté humain que vous mettez au centre de tout ce que vous faites et entreprenez. Stéphane, Yacine, excellente question, en restant vous-même aussi, Yacine. Et Sylvie, quelle réponse sublime et inspirante. Merci, Daniel. Vraiment, une réponse très inspirante. Et je crois, est-ce qu'on a encore des questions? Merci Stéphane, quel beau moment nous passons de Yacine, vraiment. C'est ça le partage. N'oubliez jamais de partager entre vous. N'oubliez jamais de vous dire merci. N'oubliez jamais juste une petite pensée des fois, juste un petit compliment quelquefois. Puis, tu sais, des fois, on voit des choses qui se passent, puis d'envoyer un petit message en disant, ben, une telle ou un tel, ben, viens te joindre, tu vas voir, tu vas découvrir, tu vas apprendre. Partagez. Partagez. Merci. Je crois que c'est voilà pour les questions. J'aimerais remercier Madame Henkel pour une session aussi inspirante et puissante. Énormément merci. Beaucoup de bonnes idées et d'apprentissage. Vous êtes formidable, vraiment. Merci Karen, vraiment. Ça vient du cœur et mon beau Stéphane est aussi un être incroyable. Vous l'êtes toutes et tous à votre comment je dirais ça, à votre style, à votre façon de faire. Mais souvent, on oublie à quel point on a le pouvoir nous-mêmes de changer le cours des choses. On dépend trop des autres, mais on n'a pas besoin vraiment de faire ça. On a juste besoin d'évoluer en tant qu'être humain. Vous savez, la vie nous réserve tellement de surprises tous les jours, puis on n'est que de passage. Alors profitons-en. Profitons-en. J'ai toujours dit une chose et je vous laisserai avec ça. Maybe this is the question. Question pour vous tous. C'est quoi votre legs? Qu'est-ce que vous voulez laisser? Parce que on prend absolument rien avec nous. Rien. On arrive tout nu, on repart tout nu. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser? C'est sûr. Des livres. Exact. Exact. Pensez à ça quand vous travaillez, pensez à ça quand vous parlez, pensez à ça quand vous évoluez. Pensez à ça. Qu'est-ce que je lègue à ma famille, à mes enfants, à mes amis, à la société? Merci. Merci. Un plaisir. Vraiment. Vraiment. À toutes et à tous, merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps-là. J'espère que vous repartez un petit peu plus riche. En tout cas, moi, je le suis. Je repars avec beaucoup de bonheur. J'ai le cœur rempli. Je dis souvent que ce n'est pas la quantité, mais c'est beaucoup la qualité des personnes. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là. C'est important pour moi. Puis, j'apprends à chaque fois, à tous les jours, à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un ou à une assemblée, peu importe, j'apprends. J'apprends sur les autres et j'apprends sur moi. Donc aujourd'hui, j'ai encore appris quelque chose. Et on a beaucoup appris de vous aussi, Madame Henkel. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient acheter un des livres, ils sont disponibles sur le site de Madame Henkel. J'avais mis le lien sur le chat box. Et juste avant de partir, nous avons quelques diapos que nous aimerions parcourir. Alors, Gary...
prochains événements gratuits du club de lecture, c'est le jeudi 22 juillet avec Christine Dagenet. En septembre, on a Cynthia Loist et en novembre, on aura Amanda Hamilton aussi. Alors, on vous invite de visiter notre site pour en savoir plus. Je tiens également à remercier nos partenaires. Sans eux, nous ne serions pas en mesure d'exécuter ces événements fantastiques. Rejoignez-nous, notre puissante communauté WXN dès aujourd'hui. Profitez de notre offre spéciale à seulement $99 pour un abonnement d'1 an. Dépêchez-vous, cette spéciale est presque terminée. Et aussi, on a le lancement du bulletin annuel que vous pouvez télécharger le rapport sur wxnetwork.com/diversitycouncil. On a aussi notre événement hebdomadaire, le lundi mojo avec WXN. Pour la série de juin, on a les ambassadrices du WXN, Yen Hackman Carty et Sanchari Sanrai. La série aura lieu le 7 juin, 14 juin, 21 juin et le 28 juin. Et pour juillet, on aura avec nous les ambassadrices du WXN, Jen Lovegren et Melissa Kargianakis. Et on a aussi les séries d'événements Faire preuve de courage avec Cindy Stradlin le 17 juin, alors jeudi prochain. Et on a d'autres aussi événements le 16 septembre, 30 septembre, 14 octobre et 28 octobre. Et voilà. Alors, il y a nos nominations au top 100 sont ouvertes. Alors, assurez-vous de nommer une femme puissante qui mérite cette reconnaissance. Vous pouvez également vous proposer. Et voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire. Nous espérons que vous avez apprécié la séance. Je suis sûre que vous avez apprécié beaucoup la séance et passé une très, très belle journée. Merci, Karen. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci. Thanks, Gary. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye, Stéphane. Bye tout le monde. Karen, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Donnez-moi de vos nouvelles. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Atkel. Ce fut vraiment un plaisir. C'est réciproque. C'est réciproque. Vous direz bonjour à, comment est-ce qu'elle s'appelle, Cheryl? Oui, Chérie. Chérie, vous lui direz bonjour de ma part. Bien sûr. Bye, Au revoir. Merci. Merci.